Salut les copines, salut les copains, bonne année à toutes, bonne année à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour la deuxième émission de Bagarre Générale. Le premier podcast vidéo sur le MMA, la boxe, les sports de combat présenté par le prince des MMX. Mais heureusement pour vous, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, à ma gauche, Loïc, le monstre en gui. Ceinture noire de JJB, pratiquant de MMA et fan du Glory. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Parfait. Très bien. À ma droite, Christian est là aussi, spécialiste du noblard, la vraie patte de Paname et journaliste sportif chez RMC Sport et Canal+, entre autres. Exactement. Bonjour Cricri. Bonjour Adrien, bonne année. Merci toi aussi. Merci. Santé, gloire, bonheur, beauté. La santé. Beauté, La santé. tu as déjà. Oh, c'est gentil. Et, Arrête. et pour finir les présentations, un peu comme Obi-Wan Kenobi, il n'est pas là physiquement avec nous, mais sa voix nous accompagnera tout au long de l'émission. La voix du teigneux mais sérieux Eric, ancien pratiquant MMA, préparateur mental et créateur du podcast Fréquence MMA. Bonjour Eric. Allô, est-ce que tu m'entends bien ? Ah ouais, je t'entends très bien, je vous entends tous très bien. Salut les amis. J'ai eu peur. Salut Eric. Donc tu es à Vancouver, c'est ça ? Tout à fait. Eh ben tout voilà, à fait. bravo. Il fait un grand soleil. Espèce très de beau. lâcheur. Ah ouais. Espèce de lâcheur, mais surtout tu étais sur place, on va revenir là-dessus. Merci à vous trois d'être là, messieurs, surtout à vous deux, parce qu'Eric, il n'est pas vraiment là. Ouais, Oui. c'est trop facile. On va, au cours de cette émission, on a beaucoup de choses à se dire. On va passer évidemment pas mal de temps sur le débrief du combat entre Conor McGregor qui affrontait Donald Cerrone en main event de l'UFC 246. Et pour vous, Bagarre Générale avait un envoyé spécial sur place à Vegas, le Isabelle Giordano du MMA, Eric. T'étais là, hein ? Tu vas Oui. tout nous expliquer. Ensuite, nous passerons en revue quelques news importantes. Le Glory Collision 2. Nous avons un fan, un spécialiste ici qui va nous en parler. C'était l'envoyé spécial. La suite pour la légende Fedor Emelianenko, un combat que je crois qu'Eric connaît un petit peu. Oui, un chouille. Ouais, voilà, je suis là. Et puis quand même la grosse news qui vient de tomber, hein, la légalisation du MMA en France. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Et puis quand même une belle surprise à ce sujet. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais je crois que le trafic d'influence du côté de Christian a payé un petit peu. On a passé quelques coups de fil. Voilà. Pack chiche. En- Passé. En parlant de Christian, après, on passera évidemment au crochet box, le jardin de Christian. Tu nous présenteras le portrait d'une des figures emblématiques actuelles Ouais. du noblard en ce moment, celui qui a été élu Boxeur boxeur de de l'année. l'année 2019. Exactement. Canelo Alvarez. Voilà. Et pour finir, nous passerons au bazar général avec les pronos pour l'UFC 247 et le quiz BG2. Alors malheureusement, le champion en titre, Eric, ne pourra pas y participer. Il ne reste avec nous que pour le débrief de l'UFC. Mais du coup, il y a quand même un titre intérim à prendre, les gars. Ouais. Donc, je Pas veux... intérimaire, moi, je suis désolé. Je hein. veux que... Ah bah voilà, mais Ah non, je suis pas à intérimaire. toi de nous le montrer. soit la ceinture est vacante, soit Écoute, il est pas blessé, il travaillait, donc forcément, là, c'est le titre intérimaire. Ok. Avant de commencer, je vous rappelle les règles, messieurs, pour les personnes présentes ou ceux qui sont en duplex. Protégez-vous tout le temps. Je veux des débats et des interventions propres et surtout de la discipline. Si vous parlez en même temps ou si vous vous coupez trop la parole, c'est 10 pompes. Ça me va. On n'a pas oublié. Voilà. Eric, Moi, ça va. c'est bien Oui, entendu. ça va, Ah, mais tu les feras, les 10 pompes. Tu les feras. Il est déjà Tu en les train de feras. les faire. Si vous êtes prêts, on se touche les gants. Ça va commencer. Ch'ting. On commence tout de suite par l'UFC 246. Juste pour mentionner, sans spécialement revenir dessus, on a pu voir notamment les victoires de Drew Dober en léger par TKO contre Nasrat Akparast au premier round. Ensuite, on a eu aussi Diego Ferreira, qui était bien favori, 1,37 contre 1. Toujours en léger, qui a soumis Anthony Pettis au second round. Brian Kelleher en coq qui soumet Audi Osborne au premier round dans le combat initialement prévu en prélim, mais qui est monté en main card après la belle foirade de cutting de la Miss Grasso qui n'a pas fait le poids. Je crois que c'était plus au-dessus de 5 livres, Eric, tu confirmes ? Ouais, 5.5 et juste pour les plus newbies, en fait, dans le Nevada, dans la catégorie des pailles, donc chez les féminines, on ne tolère pas plus de 3 livres d'écart. Et Voilà. là, il y en avait 6. Diagadella a fait 115,5. Donc Voilà. là, c'était Et l'écart. Grasso passe dans la catégorie supérieure. Du coup, d'elle-même. ok. Ensuite, on a aussi eu Alexei Oleinik en lourd qui s'est imposé par soumission contre Maurice Green au deuxième round. Puis Holly Holm,
qui a pourri un peu le combat contre Raquel Pennington en coq. Holm qui s'impose à la décision après une prestation que j'ai trouvée un peu à la DC des mauvais jours. Voilà, comme on n'en dépape pas, j'en profite, parce que du coup, je mets mes trucs comme ça et vous pouvez pas revenir dessus. Eric là, il est dingue, je le sais. Voilà. Et puis sans doute, les 40 secondes les plus chères et les plus rentables de toute l'histoire du MMA et de l'UFC. Conor McGregor qui pulvérise Donald Cowboy Cerrone en welter, donc en 40 secondes. Messieurs, j'aimerais avoir vos avis sur ce combat. Renaissance de McGregor ou retour trop facile? Parole est à vous, cher Loïc. Moi, j'ai envie de dire, au-delà d'une renaissance, on a même un nouveau McGregor. Alors, plusieurs choses. La première, c'est on sait qu'il a radicalement changé sa manière de son lifestyle au quotidien. Ouais. Il a largement diminué la viande. Il a arrêté l'alcool, contrairement à ce qu'il faisait auparavant. Bon, Tout ça à reste fait. un Irlandais. Donc, il a radicalement arrêté l'alcool. On rappelle que le monsieur est quand même à la tête d'un empire du whisky. Oui, Qui n'a pas, Proper 12. qui n'a pas être très facile d'arrêter, mais il l'a quand même fait. Et on a surtout eu, je pense, une évolution dans sa manière de s'entraîner aussi. On a son coach Cabana qui a dit que, d'après lui, il n'avait jamais été aussi bon à l'entraînement. On a pu s'en rendre compte. Et très franchement, bon, j'étais pas le seul à le penser parce que les cotes étaient très très favorables sur les paris pour McGregor. Oui, il Mais est à 1,3 contre 1. 1,3 contre 1, exactement. Moi, j'étais certain qu'il allait gagner et j'étais certain aussi qu'il allait gagner assez rapidement. Alors, je vais tout de suite peut-être calmer une chose par rapport à ça, c'est que j'ai vu énormément de commentaires de personnes insinuer que Cerrone, c'était pas un adversaire à la hauteur de McGregor. Non, c'est pas Ça fait partie des choses qu'on a pu lire, Moi, en je suis effet. pas d'accord, quoi. Justement, je trouve que Cerrone, désolé, parce qu'on est quand même sur un McGregor qui n'a pas combattu depuis 15 mois, qui est sur une défaite, et pas une petite défaite. Il s'est fait dégommer. Oui. Et désolé, d'après moi, il méritait pas direct un Masvidal ou autre chose. Et Cerrone reste un des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Le mec, il a quand même. C'est le combattant de tous les records. C'est ça, il a le plus grand nombre de victoires par KO de l'UFC, 20, si j'avais bien noté. Il a aussi le plus grand nombre de combats à l'UFC, 34 combats, 23 victoires. Et c'est surtout c'est un champion de rodéo aussi. Non, c'est quelqu'un, c'est un caractère, c'est une personnalité. Juste avant de parler vraiment, de répondre à la question renaissance ou retour un peu trop facile, je vais préfacer mon propos en disant que ça fait plaisir de le revoir gagner. Alors pourquoi moi ça me fait Je plaisir? suis d'accord avec toi. Parce que Conor McGregor, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est la star numéro 1 du MMA sans aucune contestation. Et ça devenait très compliqué à justifier auprès des personnes qui ne connaissent pas forcément le MMA que la plus grande star de la discipline n'a pas gagné depuis plus de 3 ans. Ça devenait vraiment difficile. Il combattait trop peu souvent. Voilà. Ceci étant dit, je suis obligé de dire retour beaucoup trop facile. Pourquoi ? Parce que, et ça, c'est pas de la faute de McGregor, attention. Hein. Je pense que McGregor aborde très bien la rencontre. Toute la semaine du combat, il est parfait. Il est peut-être même trop poli. Moi, je l'ai trouvé très polissé. J'ai presque été, pas déçu, mais j'avais besoin d'un petit peu plus, une petite... Frustré. la démarche du milliardaire, même pas. En entrant dans l'octogone, même pas la démarche du milliardaire. Donc, j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage, mais on sentait qu'il était vraiment dans une... il avait soif de rédemption. En revanche, moi, Donald Cerrone... Il n'y a aucun souci sur son statut de légende du MMA. Ça, là-dessus, je tiens vraiment à le préciser. Mais il aborde vraiment le combat comme le gars qui est content d'être là. Il est content d'être là. J'ai pas la traduction exacte Il est pas dedans. J'ai pas la traduction exacte en français, mais il dit qu'il va célébrer ce combat, pas la victoire, pas la potentielle victoire, mais il va célébrer le fait d'avoir obtenu un combat face à Conor McGregor en offrant, je sais pas si c'est en offrant des dessous chics à sa femme, mais il y a un truc avec des dessous, je sais pas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que quand tu combats McGregor, ta vie elle change. Là. Exactement, non mais totalement, ça je comprends totalement. Mais à mes yeux, il aborde absolument pas le combat comme il faut. On sent que, alors pourtant, c'est quelqu'un qui a eu des combats, mais face à d'autres très grandes stars de l'UFC. Et ce combat-là, et c'est là qu'on se rend compte que McGregor, c'est une toute autre division en termes de star power.
On sent que tu vois, c'est le lapin en plein milieu de la nuit, face à des phares. Il s'est fait Il savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. On avait, il est pas avec nous, mais je le sens dans mes veines. C'est Eric, il est loin, il est en train de bouillir un petit peu. T'étais sur place, je suis Eric. relativement d'accord. T'as Ouais. suivi les quelques jours avant le combat. T'as pu croiser de plus ou moins près les fighters. Toi, Ouais, quel ouais. était ton sentiment par rapport à ce combat en voyant ces messieurs dans les trainings publics ou dans les Alors, dans les médias on n'a day? pas eu de training public, on n'a pas eu d'open workout Mhm. cette fois-ci, chose extrêmement rare. Par contre, quand je suis arrivé, le jeudi, on a eu l'Ultimate Media Day, qui Mhm. nous permet, en fait, il n'y avait que les journalistes qui étaient présents, donc c'était pas public, c'était pas comme la grosse conférence de la veille. Mhm. Conférence où, en effet, je vous rejoins, messieurs, on était plus sur un cow-boy avec de la brosse à reluire pour Connor, mais un peu trop C'était content d'être abusé. là. Et cette veste en python quand Euh, même. Très belle Oui, veste. non, mais Alors, après c'était aussi agréable de voir ça, mais il y avait un moment où il y avait un petit côté gênant. Et au niveau du visage, moi, il y avait des signes qui n'étaient pas très bons. Et le lendemain, en effet, on a ce Media Day où ils passent tous les deux et on est très près. Et je suis à côté de Taylor Lapillus, il était là avec Antoine Simon pour RMC Sport, on les salue. Et je regarde Taylor, je vois la tête de Cowboy et je dis: «En fait, là, cette affaire, ça va très mal se terminer». Parce qu'il était méconnaissable. Il Oui. avait l'air malade. Ouais. On avait vu sur un embed qu'il traînait la patte. Voilà, j'allais Mhm. t'en parler de ça aussi, parce qu'il y avait quand même une grosse rumeur de blessure pour Cowboy, visiblement à la jambe, en plus de tout ce qu'on se disait déjà sur lui, du fait qu'il prenait pas les coups, enfin en tout cas qu'il les prenait plus, qu'il pouvait plus les encaisser, un pré-retraité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Bah oui, l'âge en effet, il s'approche là des 37 ans. Il a eu une année, c'était son 5e combat quand même en un an. Et les Oui, 2 derniers, en effet, il y a Gedji à Vancouver où il prend une raclée en 4 minutes, il prend TKO et juste avant, il prend dur aussi contre Ferguson. Mais c'était en léger. Alors avant de le voir sur place, j'avais un tout petit peu d'espoir, sans dénigrer le fighter, je pensais que Conor allait quand même prendre la victoire. Mais j'avais un peu d'espoir qu'en Walter, il puisse encaisser un peu plus, qu'il ait un autre game plan et qu'il essaye, qu'il fasse un petit peu traîner la chose. Le, la seule- le seul élément, c'est quand tu le vois comme ça de près, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Et en effet, même dans l'entrée de la cage, limite, tu avais l'impression que s'il avait pu faire un œil à Conor McGregor avant de démarrer le combat, il l'aurait fait. ouais, ça manquait un peu de Et compétitivité quand même, tout ça. alors qu'en face, tu as Conor McGregor qui, lui, est en mission. Loïc l'a très bien dit, en effet, une grosse prépa. Précision, l'alcool, il a quand même repris le soir. Hein. Il s'arrête pas Ah ouais, depuis j'ai le vu oui, une début. vidéo avec Juste Milan en- Danis. C'est C'était prévu. c'est juste en camp, hein, c'était prévu. Ouais. Mais s'il y avait un homme en mission, et on a un petit révélateur, c'est la veille au cérémonial de la pesée, quand Connor sort de la balance, il switch pendant quelques secondes pour le face-à-face. Et Oui, après, il revient Ouais. tranquillement, il se serre la main. Mais pendant Mhm. ces quelques petites secondes, il n'est pas là pour jouer. Et il est là pour une mission. En effet, on n'a pas. J'ai entendu Rédemption, je crois que c'est Christian. Il est là pour prouver qu'il est encore parmi l'élite. Après, à ta question, est-ce que c'est trop facile? Ou moi, je pense que c'était un retour juste idéal, tout simplement. mais justement, moi, dans son parcours, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ça me fait penser à niveau de Conor McGregor différent, évidemment, mais au combat contre Dennis Siver. Et en plus, il y a quand même un truc rigolo avec ce combat contre Dennis Siver. C'était le même jour, il y a 5 ans. Ah, Et c'était aussi l'anniversaire de son coach, John Kavanagh. d'accord. Alors, est-ce que justement, à l'époque, en 2015, le combat contre Dennis Siver Mm. n'était pas un step pour continuer à donner du rythme à McGregor, comme là, un Cerrone n'a pas été un combattant renommé, certes, parce que maintenant, il peut plus combattre des inconnus, mais avec un niveau quand même un petit peu en deçà du prime de Cerrone pour redonner encore du rythme à McGregor. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? Moi, je pense que bon, il faut reprendre le truc à la base aussi, c'est que McGregor, c'est une opportunité de malade pour deux personnes, bon, lui et l'UFC en règle générale. Donc l'UFC, en fait, avait tout intérêt à ce que ça Et se fasse l'adversaire comme ça. aussi. Et l'adversaire Ouais, aussi. ouais. Mais
Pas forcément, parce que Cerrone, il a pas intérêt à se prendre un KO au bout de 40 secondes, tu vois. Bah, tout dépend où sont tes intérêts, parce que ton KO, en gros, tu le prends, mais on sait que derrière, il va prendre minimum 2 ou 3 millions de dollars avec les points pay-per-view. Ouais, bien sûr. Non, c'est le côté intéressant, je veux dire, d'un point de vue mercantile, mais je veux dire, d'un point de vue sportif, Cerrone, je pense que c'est un peu le laisser pour compte dans l'histoire. Il fallait un retour fracassant de McGregor pour justifier Ce qui va se passer après. la grosse machine à sous qui va arriver derrière et qui sera. Alors, je pense que l'UFC va être assez malin pour ne pas organiser un Masvidal directement parce qu'il risque trop de perdre. Et dans ce cas-là, On va en parler après de tout ça. on perdrait l'intérêt d'un retour contre Khabib. Mais je pense que là, pour le moment, le plan marketing de l'UFC est 100% respecté. C'est-à-dire, on réintègre Conor. Et voilà. Et moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure qui était intéressant. Tu disais, il n'a pas fait sa marche du milliardaire, etc. Moi, je pense que justement, c'est tout l'inverse. McGregor, là, il arrive né en businessman. Il faut rappeler une chose. McGregor, là, il y a eu 2 choses qui ont sérieusement entaché sa carrière, son business model et tout l'argent qu'il accumule, on va dire. La première, c'est sa défaite contre Khabib, parce que, effectivement, en tant qu'athlète, en tant que combattant de l'UFC, c'était terrible parce qu'il s'est fait dégommer. Donc, derrière, tout le sponsoring, etc., qui était quand même une grosse dose d'argent, l'image est un petit peu écornée. a dû diminuer. L'autre chose qui lui a fait très 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 mal, c'est d'un point de vue personnel, l'histoire qu'il a eue où il a agressé un vieil Irlandais dans un pub en Irlande. C'était pas si vieux que ça, hein, il avait une cinquantaine d'années. Ouais, 50 d'années. Plus bon. Il y a ça, les histoires de meurtres aussi. Les histoires de viol, bon, qui finalement sont annulées, etc. Mais on sent que derrière, le mec avait des problèmes psychologiques et c'était... Bon, beaucoup disent que c'est lié à sa prise de cocaïne, etc. On ne sait pas. Après, on sait que c'est un personnage qui a une vie un peu, oui, c'est un personnage surréaliste, extraordinaire. Donc en fait là, McGregor, il était là pour de un rappeler que c'est un grand sportif et dire à tous ses sponsors et à Dana White et à tous ses fans, les mecs, m'oubliez pas, je suis là et c'est grâce à moi que le MMA aujourd'hui est devenu un sport aussi important. Deuxièmement, il était là aussi pour reconquérir ses vrais fans, les Irlandais. Et les descendants d'Irlandais qui en fait ont clairement tourné la page après cette histoire de l'agression. Clairement, redorer son image. Il y avait eu un gros buzz, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tous les Irlandais ou toutes les personnes de Boston, les Américains d'origine irlandaise qui avaient des bouteilles chez eux de Proper 12 se filmaient en train de les vider dans les toilettes, histoire de lui dire mec, tu t'en es pris un daron. Là, ça va pas passer, tu vois. T'as beau être McGregor, t'as beau être ce que tu veux, désolé, là on ne suit pas. Et donc là, il était clairement dans un retour en train de dire je suis un bon père de famille. De toute façon, il n'a pas arrêté de le dire. Il n'a pas arrêté de dire je respecte Cerrone, c'est un père de famille, etc. Bon voilà. Là, et pour moi, c'était la grosse avancée d'un point de vue médiatique de McGregor, elle était là. Mais là, du coup, c'est là où je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, la marche du milliardaire. Là, il a agi comme un milliardaire. Là, il a agi vraiment comme un chef d'entreprise. Il a agi comme un mec qui veut... Comme un monsieur, quoi. Qui veut faire retourner la planche à billets. Et il a parfaitement réussi. Je pense là, je pense qu'il y a énormément d'anciens fans de Conor qui avaient un peu lâché, j'en faisais partie, et qui du coup se disent bon allez, je lui donne une deuxième chance, tu vois. Et là, clairement, moi, il m'a donné envie de redevenir un gros fan de McGregor. Christian, moi, j'aimerais qu'on revienne avec toi sur justement ce petit parallèle un petit peu bizarre que je fais entre Cowboy et Dennis Siver, qu'on voit aussi pas mal dans la boxe. Est-ce que c'est un combat, on va dire, pratique? Eh ben, moi, la différence entre ces deux combats-là, c'est que si par inadvertance, vraiment par chance, entre guillemets, Cowboy remporte le combat de samedi, on revoit plus Conor McGregor. Ça, je suis assez d'accord avec S'il perd contre Siver, s'il avait perdu contre Siver il y a quelques années, il y a toujours moyen de revenir, pour reproposer quelque chose. Là, s'il perdait ce combat-là, c'était impossible de revendre Conor McGregor. C'est vrai. C'est la principale différence. Je veux revenir sur un truc aussi que tu disais. Tu as beaucoup parlé de l'image. Tout ce qu'il y a en termes d'image, le sponsoring. Et effectivement, il a fait un travail brillant toute la semaine du combat, l'avant-combat et tout. Et je pense que dans les semaines à venir, je pense qu'il fera quelques talk-shows aux États-Unis et tout. Il va pas mal s'exprimer. Et normalement, il est déjà au boulot là. Hein. Il avait prévu une soirée de fête, une journée de repos, et ensuite, tout de suite, déjà en camp. D'accord. Okay. C'est ce qu'il a dit. Et Fréquence MMA a eu la folie de traduire son interview complète avec Ariel Helwani. Et donc, son objectif, lui, c'est l'activité. D'ailleurs, Eric, t'es encore là, on va en profiter un peu. Selon toi, les réponses et les enseignements au sujet de McGregor et de ce combat, si tu veux revenir aussi sur Dennis Siver, tu peux.
Non, non, mais je voudrais, pouvoir répondre à la question du combat trop facile parce que en fait, trop facile, c'est quelque chose en effet qui est beaucoup revenu, qui m'a extrêmement dérangé parce qu'on s'attendait à quoi? Qu'ils prennent Justin Gaethje ou Masvidal d'entrée? Mhm. Non, c'est pas Quelque possible. part pour un tel retour, ça non, 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 je parlais pas pour vous les gars, hein. Non, non, je sais, Je ouais. parle de ce qu'on a lu en général. Je vais dans ton Heu sens. Là, Cerrone, c'est un nom. On l'a dit, une légende et tout ça. En plus, il y a un petit historique entre les deux. On se souvient des Ouais. répliques cultes à la grosse conférence. Il y avait du respect. Un retour, moi, je pense qu'un retour sans haine pour Conor McGregor, c'était parfait. Ça Oui. ne pompe pas d'énergie supplémentaire. Il n'a pas à aller chercher les bons mots. Il n'a pas à s'épuiser dans la tension. Il l'a qualifié de combat fan-friendly. Mhm. En welter, c'était parfait aussi parce qu'il faut savoir, il choisit Cerrone, il choisit le poids. Il n'a pas de poids Mm. couper, Ouais. Il était très à l'aise. il se structure bien, il est affûté comme jamais. Et les Walter, c'est une opportunité derrière de pouvoir rester soit dans la catégorie, soit de redescendre. Moi, j'ai pas compris pourquoi autant d'acharnement sur le match-up. Je sais plus qui des deux, mais voilà, c'était ça. Je crois que c'était Loïc qui en parle au début. 15 mois après cette telle défaite, les ennuis hors sportif, il remet tout à plat. Pourquoi tu vas revenir avec un match-up où tu vas avoir un trash talk direct, où tu vas repartir sur une image encore d'un mec vénère tout le temps, un truc encore plus sportivement tendu, où tu as besoin de savoir où tu te situes, tu as besoin de te remettre dedans. Mhm. Moi, je trouve que Cerrone, c'était parfait. Comme vous l'avez dit, reconnecter avec les fans qui ont été déçus, c'était parfait. Moi, je pense que, je sais pas, je vois pas comment tu peux faire autrement parce que tous ceux qui ont critiqué ce combat-là, bah, s'ils étaient dans les pompes de McGregor ou du team McGregor, qui revient à la compète et qui a besoin de retrouver les sensations, mais tu fais quoi? Bah, tu fais la même chose. Oui, donc Donc en fait, c'est cohérent tous pour ces toi. trucs-là que j'ai lus, beh, exactement, c'est cohérent. Après, on le sait, il va pas pouvoir de toute façon esquiver ce qui va se présenter devant. Mhm. Mais il fallait bien revenir. Et pour faire un bon retour, il fallait le bon adversaire. La seule petite déception, en effet, et je pense que même lui, peut-être l'avait pas prévu comme ça, mais c'est un gros démarreur. Cerrone est un diesel. On s'attendait en effet à peut-être à autre chose chez Donald Cerrone dans la cage, un peu plus de résistance, quelque chose comme ça. Bon, après, lui, c'est pas de son ressort, hein. Lui, Bon, il a fait le taf. Il était en Ju- mission, il était prêt. justement, après ce combat, est-ce qu'on a quand même quelques réponses, quelques enseignements à propos de McGregor? Et surtout, la question que je me pose, c'est que si on avait eu un McGregor comme celui qu'on vient de voir contre Khabib, est-ce que ça serait passé autrement, à ton avis, Eric? Alors, j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas eu le bon McGregor Le contre vrai. Khabib, Ouais. Ouais. le vrai, Je suis d'accord. le vrai. Donc, forcément, ça a toujours été une frustration. Ça n'enlève rien à la victoire de Nurmagomedov, ça c'est clair et net. Est-ce qu'on a des enseignements sur samedi? Personnellement, non, pas trop. Quand il est en forme et qu'il est préparé comme il faut, c'est un fighter d'élite. Voilà, il a du génie. Une puissance en striking, c'était peut-être la question qu'on avait en Walter. Bah, on a vu qu'il cogne, même à gros poids. Et finalement, contre Diaz, avec la tête en ciment qu'il a, l'autre, faut se souvenir du premier round qu'il fait dans leur premier fight Ouais. et des deux premiers rounds quand il le knock down Mhm. dans la revanche. Le menton de Cerrone, ah oui, mais bon, le dernier, quand même, avoir collé comme ça Cerrone en Walter, c'était Darren Till. Il avait mis Ouais, ouais. une fin de round quand même, et tu vois le gabarit de Darren Till quand même, hein. Mmh. Donc, moi, j'ai pas d'enseignement sur son striking. La créativité, il avait parlé de retrouver de la magie. Le passage des 3-4 coups d'épaule, quand même, où il pète le nez sur le coup d'épaule, quand Ah, même, il hein. lui pète le nez quand même. Moi, ça, ça, ouais. Il lui pète le nez, quand même, hein. excuse-moi de t'interrompre, Eric. Moi, j'ai une question qui est toute bête. On est d'accord que Cerrone, c'est quand même un vétéran du game. Mhm. Il sait quasiment tout. On sait jamais tout, mais il sait quasiment tout ce qui peut se passer dans un octogone. Au bout de 2 coups d'épaule, est-ce qu'à un moment, il peut, je sais pas, est-ce qu'il est sonné, est-ce qu'il peut réagir, est-ce qu'il Il peut est se sonné. dire, c'est peut-être un peu Est-ce qu'il est bizarre déjà ce un qui se peu passe. sonné en se Technique. prenant le coup Il est de sonné. genou-cuisse qui se prend au début? Techniquement, la complexité en fait de ce genre de technique, c'est que ils sont au clinch. Donc le problème, c'est qu'ils sont dans une situation où ils sont dans un clinch, Ouais, ouais. clinch de lutte. Donc Mhm. évidemment, il y en a un des deux qui a une épaule qui est un peu plus libre et qui peut aller taper en plein menton parce que ça Mhm. dépend de quel côté tu mets ta tête. Ouais. Et en l'occurrence, si Cerrone lâche ce clinch qui est peut-être dangereux avec les coups d'épaule, Ah, il peut se prendre une patate. mais c'est surtout il peut se prendre un takedown en fait. Et parce que s'il lâche le clinch,
underhook. Bon, pour les non, voilà, il passe ses deux bras sous les épaules et derrière il se prend un takedown. Donc la question c'était est-ce que c'était un moindre mal? Moi je pense que oui. Et On a surtout vu Michael Bisping qui s'est exprimé sur ce sujet en disant que ces coups d'épaule sont connus, mais en général ils sont juste ennuyeux. Ce sont pas des, John Jones les fait très bien. Mais ce sont pas des coups qui font mal. Qu'est-ce que tu en il a penses, Eric? Mais il a travaillé beaucoup cette technique avec John Kavanagh justement pour en faire une véritable arme. Et D'accord. le fait qu'il soit un peu plus petit quand il est remonté, faut les revoir au ralenti. Non, il lui pète le nez, il lui défonce l'œil. Quand il sort, en fait, moi, très simple, hein, la sensation en live, j'ai limite l'impression que le combat va s'arrêter sur ses coups d'épaule. D'accord. Derrière, en effet, on a le high kick qui part, mais même s'il lève la main, ça lui traverse la tête. Et le truc de Connor qu'on sait, c'est pour ça qu'il y a pas, c'est pas des enseignements, ça, c'est qu'il va pas rusher dessus. Il est clinique, il est extrêmement précis, puissant, et derrière, on attend juste Europe Dim qui laisse à Cerrone jusqu'au bout la possibilité Oui. d'éventuellement renaître, mais c'est juste pas possible. Bon Mais arrêt pour de moi, Ordine, en d'ailleurs. effet, il y a ces coups d'épaule sont redoutables. C'est la créativité qu'il a. Beaucoup de gens les diminuaient qu'avec sa gauche et tout ça, à moins d'avoir raté vraiment la carrière du garçon, ce qui est peut-être le cas de beaucoup de personnes. Mais il a un énorme arsenal technique. Ouais. Donc, il est extrêmement créatif. Et quand il est comme ça, et la créativité, son high kick, c'est qu'il a un très bon arsenal en jambes, hein. Oui, puis ça Mais c'est on a marrant quand même, tellement. parce que c'est l'arme Il a, secrète de Cowboy à la base, donc c'est un peu il lui a fait une Amanda Nunes. contre Holm, ouais, voilà. Voilà, c'est ça, ouais, Mm. tu vois. Et puis, il faut regarder ses cannes, hein. Il a des cannes, regardez comment c'est Les galvé, la cuisses, puissance. les cuisseaux. Ah, mais donc moi je pense on n'a pas forcément appris des choses. On a tous légitimement, on avait des questions avant, je pense, Ouais. et il a répondu à des interrogations par rapport à son état, Ouais. à savoir quel Connor on aurait samedi dernier, et non pas si Connor était un grand fighter, c'est tout. Et donc on a vu quel Connor on a eu. Donc on a la On n'a pas eu réponse, de il est de révélation. retour. Là- Il est de retour. La Voilà. question qu'on pouvait se poser aussi, c'est est-ce qu'il était capable à un moment de sortir un peu de ce côté business, showbiz, fiesta, etc. Et puis le côté bad boy aussi. Voilà, bad boy, et reprendre une vie d'athlète, c'est-à-dire, mec, en fait, ton taf, c'est de te C'est ça, bien consacrer sûr. ta life Ouais, ouais. à t'entraîner, à trouver des nouvelles techniques, à être meilleur que tes adversaires. Et là, clairement, moi j'étais aux anges. J'ai vu ce combat, j'ai fait putain. Ouais. On va revenir sur la suite après pour McGregor, mais avant, quelle va être la suite pour Cerrone, à votre Du avis? grand repos. Oui, déjà. Ouais, C'est ce ça qu'a sent, demandé Dana White, hein. Moi, je suis très peiné, entre guillemets, pour Cerrone, puisque ce combat-là, c'était l'occasion pour lui, même s'il le perdait, c'était l'occasion pour lui, quand même, d'entrer dans une autre sphère. Et avec cette défaite en 40 secondes, il reste dans une sphère le faire-valoir de luxe. De luxe, certes, mais le faire-valoir quand même. Il va avoir 37 ans, il dit qu'il veut continuer à combattre. Dana White lui proposera toujours un Oui, c'est combat le tant bon qu'il soldat voudra. de Je l'UFC, pense oui. que voilà, Dana White lui proposera quelque chose. Il a dit qu'il Mais- voulait encore faire 2 combats, je crois, avant. Ouais, Dana White a commencé à tirer la sonnette d'alarme là. Ouais. Là c'est la première fois vraiment où Dana White a commencé à se poser là. On va un peu discuter, mais en effet, il en a plus beaucoup dans le non, sac. c'est compliqué. Il faut bien le match-up pour que ça se termine correctement. Proprement, bah ouais. Voilà. Tu peux pas le laisser Après, je partir. pense que lui n'a pas de regret. Je pense qu'il était vrai. Il y avait un souci pour lui sur ce combat-là. Maintenant, il pouvait pas planter cet event. C'est le fight de sa vie. Non, bien sûr. Non, En bien termes de sûr. monnaie, en termes d'exposition, il y avait tout qui était là. Et puis on l'a bien compris. On l'a bien compris à la fin du fight. Il continue les louanges au micro. Il continue. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Oui, il etc. était trop content d'être là. Ouais. On a vu. L'accolade avec la maintenant, moi, je veux pas le mère, blâmer, la grand-mère, et surtout, tout ça. la La grand-mère. grand-mère, pardon. La grand-mère. ouais. Et surtout, entendre les gens dire il a été payé pour se coucher, Non, s'il vous plaît. Mais Non, est-ce qu'on on peut pas blâmer les parler gens, de cowboy comme ça, quoi, tu vois. Eric, est-ce qu'on peut blâmer les gens de penser ça? Mais quand tu Bah, regardes moi, la comme tronche je de suis une Cerrone à la fin teigne, du oui. combat, Non, mais je Comme comprends tu bien. t'es mieux, oui. Moi, Cerrone, il a la tronche défoncée à la fin Non, du mais combat. moi, je pense très concrètement qu'à ce niveau à l'UFC et à ce niveau de compétition, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit de ce genre. Mais il y a Nate Diaz, oui, il me semble que c'est Nate Diaz, qui a envoyé un tweet. Alors, je pense que c'était plus Pas lui aussi, il y a Page. Non, c'est. Si, c'est. On va en reparler après. Il y a une fighteuse aussi, une ancienne de l'UFC qui a dit que pour elle, c'était
Alors, Bah, moi, je de pense toute plus manière, que c'était. Cerrone n'y allait pas pour gagner le combat. Non, clairement pas, mais je pense que ces tweets-là, c'était plus des jabs envers Conor McGregor qu'envers Donald Cerrone. Je pense que à mes yeux, c'est inconcevable, mais on peut pas blâmer. euh, Quand on suit le cheminement de tout ce qui s'est passé dans la semaine, quand on entend que Conor McGregor se prépare éventuellement pour UFC 248, voilà, qui est là en mars. On se dit, ok, très bien. Quand Donald Cerrone se dit, bon, quoi qu'il arrive, moi, je sortirai de l'octogone la tête haute, même si ça se termine rapidement, voilà, je sortirai la tête haute. Ça, plus ça, plus ça. Je dis pas qu'il faut penser que voilà, c'était peut-être fake, mais j'ai du mal à blâmer les personnes qui regardent tout le cheminement de l'avant-combat et qui ensuite regardent le combat et qui se disent, ah, il y a peut-être un doute. Ah bon. Il peut pas y avoir de doute quant au fait qu'il se soit couché. Maintenant, Non, clairement pas. C'est notre question. Est-ce que c'était trop facile? Visiblement, c'était facile pour McGregor, surtout compte Il a tenu rendu- de l'état de forme de Cerrone. Mhm. Il a Néanmoins, rendu ça facile. Je voudrais pas, juste avant de te laisser la parole, je veux vraiment pas qu'on minimise le travail que Connor a fait de son côté. Mais oui, Il a mais fait oui, le bien gros sûr. boulot. On est en train de on parle de Cerrone, ok, il était certainement pas dans la forme optimale, il est en fin de carrière, etc. On attendait quoi comme retour? Qu'il prenne un monstre Non. directement pour revenir? Non, mais je parle, tu vois, je réponds à beaucoup de gens qui ont critiqué ça. C'est D'accord. logique. Maintenant, quand tu vas parler de la suite, Adrien, en effet, là maintenant, on va passer à l'étape supérieure. ça va Mais être il fallait ça pour Le revenir. vrai retour. on va C'est tout. passer au sérieux. Après le combat, Dana White a déclaré vouloir bosser sur deux gros combats. Nurmagomedov contre McGregor, sauf que le camp Nurmagomedov dit qu'en gros, Ils ont un combat Khabib prévu, ne quoi. se présentera pas en dessous de 100 millions de dollars. Donc Non. c'est déjà une petite, Ils ont le droit de parler. Hein. une petite déclaration qui peut poser les choses. Dana White veut aussi bosser sur Ousmane Masvidal. Donc là, ça commence à dessiner un petit casse-tête, parce que si ça se passe comme ça, en supposant que Nurmagomedov s'impose contre Ferguson, ce qui est loin d'être fait, hein, Ouais. mine de rien. Déjà. Merci, ça- merci de le rajouter. Ça va pas être une simple formalité, c'est un vrai gros combat. Bon, déjà, à supposer que le combat ait lieu, pour commencer. Justement, je te coupe juste 2 petites Vas-y. secondes. Pendant les conférences de presse, juste après le combat, Dana White a limite, je dis vraiment limite, donné l'impression que voilà, Khabib Ferguson, si Ferguson pouvait se blesser ou s'il pouvait lui arriver un Je truc, suis d'accord ce avec serait toi. plutôt cool. Comme ça, on fait le truc avec McGregor. J'ai trouvé ça limite un peu insultant envers Ferguson. Alors oui, c'est la règle du dollar, Il y y a a pas les de souci. sous, et puis cette bonne guerre avec 4 annulations, je pense que C'est vrai. Dana White leur en veut un petit peu aussi. Ouais. Après, c'est sûr que ça pourrait peut-être les arranger. Mais Pour parler de sous, si je peux juste souligner une info qui est assez intéressante quand même, parce que je sens qu'on va passer à autre chose. Pour info, McGregor, sur ce combat, a touché plus que l'ensemble Oui, j'ai des vu autres ça. combattants de Ouais, l'UFC. c'est Genre, Ouais, ouais. tu prends les sommes de tous les autres combattants Ouais. de l'UFC, McGregor a touché plus. Il a touché, alors on parle de prime de match, hein, sans Mm. parler des sponsors, Du du pay-per-view, pay-per-view. etc. Il a touché 2,75 millions de dollars juste pour se présenter. Cerrone, 180 000. Bah, voilà, ça dit aussi. on est pas mal. On est pas mal. Et après, ça explose avec les pay-per-view. Ah, bien parce sûr. que, bien sûr. McGregor a annoncé qu'en tout, il avait pris 50 millions contre Khabib et que là, il pensait prendre Ouais, 80 millions. c'est énorme. Oui, mais c'est faux. Hein. Oui, j'imagine, parce que ça va pas vendre autant, je pense. Donc, ça Non, sera ça, un peu en ça, dessous. les pay-per-view a très bien marché, mais même en battant des records, il peut pas faire 80 millions. Ok. Donc ça, Donc c'est du c'est un McGregor peu dans le enflammé. texte. Donc on revient. Si jamais Nurmagomedov Ferguson a lieu et que Nurmagomedov s'impose, ça pourrait donner un Khabib Conor en fin d'année 2020 en gros, Ce serait génial. au plus tôt. Donc c'est quand même, mais il y a beaucoup de si et c'est pas vraiment fait quoi. Si Ousmane Masvidal se book, ce qui semble sportivement être la meilleure solution, Ouais. encore que Ousmane est quand même un petit peu blessé, donc faut voir ce qui peut se passer. On sait que McGregor, lui, va combattre en mars ou avril. Mhm. Donc, il reste qui? Il reste Nate Diaz, mais D'ailleurs, il il n'a pas l'air vraiment d'être super chaud. Et c'est vrai qu'il y a eu ce tweet. y a eu un petit clin d'œil de McGregor quand même pendant la conf de presse qui a dit Let's go Nate, Ouais, let's go for the third one. Effectivement. Pourquoi pas? Donc McGregor, je pense que lui, il est chaud à. Je pense que c'était un petit clin d'œil qui, mine de rien, va finir par donner, je pense, le combat intermédiaire avant. Un jour, peut-être qu'il y aura, mais il y a quand même un mec qu'on oublie dans cette histoire, c'est Justin Gaethje. C'est vrai. Ouais. Parce que John Kavanagh, lui, s'est exprimé à ce sujet en disant que justement, il aimerait bien faire McGregor-Gaethje en welter. Eric, Mhm. qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, bah, moi, c'est ce que je souhaiterais, c'était, sportivement, c'est Gedji. Ouais. Je pense que c'était un bon step. Alors en léger, j'aurais préféré, comme ça, c'était un peu une demi-finale pour celui qui allait rencontrer le Mhm. vainqueur de Nurmagomedov-Ferguson. Ça me Mhm. paraissait logique et merci d'insister sur le fait, que Ferguson, il est un peu enterré parce que, s'il manquait un tout petit chouille de motivation, il a juste à écouter Dana White samedi soir Oui. en post-conférence et là, il se régale. Là, il est taquet. Hem, Après sur le fait de prendre le 2e combat le plus intéressant, pour l'UFC, c'est clairement après Khabib, c'est, Masvidal. On l'a Ouais. vu sur place, Ah, c'est il était là à logique. la pesée. Les gens veulent ce Bah, combat-là. bien Il doit être sûr. un peu Ça les frustré, excite non, encore. Masvidal, de ne pas avoir été collé en direct, etc. Parce qu'il avait mis son Mmh. beau peignoir, il avait fait des Voilà, tresses, il avait pris sa ceinture référence au BMF. Euh, référence au peignoir de McGregor à Ouais. l'époque, Ouais. combat contre il avait exactement le même peignoir contre Mayweather. Heu, ouais, alors après, d'être collé ou pas collé, là, les 2 qu'on avait, Ousmane et Masvidal. Le manager de Masvidal, dit que, bah, comme Ousmane est blessé, ça serait bien de faire un intérim en 170. Là, sincèrement, j'ai des gros doutes. Mm. Il y a une piste, qu'il faut peut-être pas oublier complètement et qui peut permettre en effet, d'arriver jusqu'à si c'est Khabib, on précise ouais, bien. En effet, c'est pas avant l'automne, hein. Faut rappeler qu'après il y a le ramadan et cetera donc Ouais. pour lui, c'est en off. Bah, il y a Floyd. c'est vrai. Alors justement, Ah, là attention, encore, attention. Eric, Il arrive. Eric, je me permets parce que bon, voilà, Ah non, 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 ça fait. attends, moi j'en veux surtout pas. Je dis juste que dans toutes les options qu'il y a, Mhm. il y a aussi potentiellement celle-là. Alors moi, j'en veux pas du tout non plus, parce que je ne veux Ah pas bah que non. Floyd Mayweather remonte sur un ring. Pour moi, ça n'a aucune forme d'intérêt. Il a 43 ans. Pour Voilà. lui, il y en a. Hein. Ah, pour lui, il va, Il il y va, en a, il va hein. toucher de l'argent. Il va évidemment toucher de l'argent. Donc voilà. Et puis je pense que même pour Dana White et Zuffa Boxing, ça peut être intéressant. Mais non, sur la suite pour Conor McGregor, ce qui peut entre guillemets faire s'écrouler le château, c'est le timing. Parce que le timing il n'est pas en faveur de McGregor. Ouais. C'est-à-dire qu'il, pour affronter Khabib, faut qu'il attende. Pour affronter Masvidal, faut qu'il attende. Pour affronter Ousmane, faut qu'il attende aussi. Donc, ça le force à, entre guillemets, prendre Gadji. Oui. Et Gadji, Masvidal, il n'est pas obligé d'attendre. Ou Hein. Nate Diaz. ou Nate Diaz. Masvidal, il y a pas à attendre, hein, Masvidal. Hein. Il n'y a pas à attendre tant que ça. Hein. Moi, j'estime Avril, qu'il y a... Sauf que White dit vouloir travailler sur Ousmane Masvidal. Alors, voilà, déjà d'une, et moi, j'estime qu'il faut, entre guillemets, attendre pour le monter, pour build up le combat. Puis c'est Parce que je surtout pense que c'est... McGregor a trop à perdre à combattre Masvidal. Et il a trop à perdre. Et à la rigueur, s'il perdait contre Masvidal, Ça vendra pas autant que Khabib. effectivement. Et Ça en sera termes de bien niveau, encore. t'es quasiment, Oui, mais t'es quasiment sur le niveau de s'il Khabib. perd contre Masvidal, ça lui bloque pas. Voilà, la revanche possibilité contre de... Khabib. Voilà. Tu crois? En revanche... Non, c'est pas Non. la même En catégorie. revanche, Ouais. s'il Mais perd... Ah bah oui. l'image sera encore née. Mhm. Et pour l'UFC, Non. c'est Je un suis peu pas moins. sûr de ça. Je suis vraiment pas sûr. Non, on de ça. parle de tu vois. Masvidal. Ouais, voilà. On parle de Masvidal, En MMA, des revanche, défaites, il y en a tout. s'il perd contre Gadji ou contre Nate Diaz pour la 3e, pour revenir après, revendre Masvidal, revendre face à Khabib. Alors, face à Khabib, je pense que quoi qu'il arrive, les gens voudront acheter, les gens voudront voir. Soit pour voir McGregor se faire défoncer encore une fois, soit pour voir McGregor éventuellement prendre sa revanche. Je pense même qu'on peut établir l'une des plus belles trilogies de l'histoire de l'UFC entre Khabib et McGregor. Pourquoi pas, oui. Moi, je pense que ça arrivera pas. Pour moi, Khabib, il est. Oui, mais Khabib, Ah ouais. il fait pas non plus que ce qu'il veut comme ça. Il Et est quand même puis- sous contrat, hein. Non, mais trilogie, ça voudrait dire que déjà- Conor gagne. Et puis autre. Oui, pourquoi effectivement, pas. oui. Mais pour moi, ça arrivera Ça va pas. pomper, Ah ouais les mecs, ça Non. va pomper. Ah, On se bah, calme, Ah, ça, on je se suis calme, vraiment on pas se sûr de calme, ça. ça va pomper, ça va pomper. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que tout Khabib qu'il est, s'il combat McGregor, il gagnera beaucoup Évidemment. plus Ça d'argent. compte, ça. Ça compte. Donc, Mais moi, il y a un truc qui m'énerve avec Khabib, hein, c'est qu'à chaque fois, critiquer. S'il en est là aujourd'hui financièrement, il le doit bien sûr, mais à évidemment. l'Irlandais. Point barre. Évidemment, Point barre. c'est évidemment. sûr. C'est sûr. clair et Bon, Point barre. en tout cas, on verra de Mayweather. On a parlé aussi, il y a aussi une petite rumeur Pacquiao. hein. Bah, il y a des discussions. Il a Enfin, moi, toujours ça- discuté. Hein. Moi, ça m'embête parce que c'est deux mecs totalement cuits. Alors, Mayweather, on ne sait pas, parce qu'à chaque fois, on dit oui, il s'entraîne, il se maintient et tout. Mais Pacquiao, à mes yeux, il est très fatigué. Alors, il a gagné son dernier combat, mais c'était pas forcément face à un foudre de guerre. Je pense que ces deux mecs-là, à part l'intérêt financier, ils ont rien à aller chercher face à McGregor. L'intérêt financier et le buzz. Oui, mais est-ce qu'il faut plus
que l'intérêt financier. Ah, pour Il est monter, tellement gros. monter un combat, non, il faut très peu, mais Mais c'est vrai qu'on préférait ça me quand même dérange, voir j'aime aussi bien. un McGregor dans la cage plutôt que sur un ring. C'est clair, Là, avec c'est le clair. bon retour, la c'est perf, etc. Moi, je pense, juste pour, On a envie que ça avant de continue. te relaisser la main, je pense que ce retour de McGregor et le fait qu'il y ait autant de mecs en même temps sur l'échiquier de l'UFC, Mhm. je pense qu'on aborde une des périodes les plus belles de l'histoire de l'UFC, de l'ère moderne de C'est l'UFC. clair, c'est clair. C'est incroyable. La densité de personnes en quoi, 3-4 catégories, Ouais. c'est incroyable. À mes yeux, c'est incroyable. On a des très beaux top 3 là. Mais Mayweather, il n'y avait pas aussi justement Khabib qui avait parlé de pourquoi pas. Oui, Aussi. oui. Mais Aussi. ça, pareil, Bon, ça sera moins vendeur. et Ça ça sera serait moins beaucoup vendeur. moins vendeur. Donc, Surtout que Khabib est pas Moi, non plus. c'est pas forcément le meilleur des boxeurs. non C'est plus, ça. Khabib. Toi, tu quoi, Eric? Non, moi, je pense que Floyd va repousser, c'est clair. Je pense j'ai du mal, j'ai vraiment pas envie du Floyd McGregor, mais ça Ah, moi m'étonnera non plus. vraiment Non, pas qu'on le personne, en revoie fait. un jour. Ah, putain. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'on le revoie un jour. De toute façon, Conor va reboxer, Floyd va reboxer, donc éventuellement, ça risque de se recroiser. Après, voilà, Gaethje. Alors, avril, c'est pas possible parce que c'est la carte quand même pour le moment ils sont toujours là, de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, donc Conor va pas sur cette carte-là. Et pourquoi pas? Parce qu'il pourrait être Non. en backup si Ferguson ou Khabib se Non, blesse. non, Ça marchera pas c'est comme ça? trop de bordel. Tu vas mettre des hôtels à 10 000 lieues l'un de l'autre. Donc, tu vas des teams. Non, tu gardes ça pour que le jour où ils s'affrontent. Mais je pense que les bordels, surtout dans la région de New York, ça va, ils ont donné, quoi. Donc, Bon, on est en retard, faut qu'on avance. Il y avait aussi D'accord. des news dans le MMA et la news d'aujourd'hui qui est tombée. Le MMA va être légalisé en France, donc logiquement en février ou mars. Et Cricri, là, il pavoise, on dirait un pan. On a un pan dans le studio. Non, pas du tout. Ça va être sous l'égide de Pas la du fédération de boxe Non. anglaise. J'aimerais très sincèrement et très chaleureusement vous accueillir dans le monde légal. Voilà. Allez-y, prenez place. Ouais. Voilà, bienvenue dans le monde légal. Merci, monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est On une l'a pas très vu bonne venir, nouvelle. celle-là. Non. Ah bah, moi non plus, figure-toi. Personne ne l'a vu venir, puisque la boxe n'était pas spécialement prononcée lorsqu'il y avait toutes les tractations. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est une fédération qui, mine de rien, est très bien en place, Mhm. même s'il y a eu des petits soucis sur la dernière décennie, mais c'est une fédération qui est très bien en place. C'est une fédération qui est plutôt saine. Oui. Voilà. Et non, je trouve que... Et c'est une bonne nouvelle aussi pour la boxe, parce que moi, ma crainte, quand on a commencé à parler de la légalisation, c'était que MMA et boxe se mettent en frontal, face à face. Trop et de qu'il y ait- crossfight. Ce qui est déjà Voilà. le cas à l'international. Et non, au final, moi, je trouve que c'est très bien. C'est très, Bon, très bien. eh ben parfait. Une petite news aussi qui te concerne un peu, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fedor Emelianenko au dernier Bellator alors? Bellator Japan, il combattait une ancienne gloire aussi, Quinton Rampage Jackson. Rampage. Et on a vu je sais pas, un ersatz de combat, pas C'était naze. du fait de Fedor, pas du fait de Fedor qui Non. lui a fait son taf, mais Rampage est arrivé en surpoids, il a cuté pour pour être en lourd. Donc quand on voit à quoi ressemble Rampage sur ce combat-là, prenez les photos. Oui, c'était triste à voir. Voilà. Maintenant, derrière, Ouais, Fedor, c'est- on pensait que ça serait le dernier combat au Japon. Il va encore faire 2 combats, un aux États-Unis et le dernier sera pour la Russie. On parle de Josh Barnett aux États-Unis, ce qui sera, je pense, quand même beaucoup plus compétitif que ce qu'on avait avec Quinton Rampage Jackson. C'était dommage. Maintenant, ça faisait vraiment plaisir, au moins pour les entrées. À la Super Arena de Saitama, Ouais. là, il y avait un petit parfum. Mais Le combat ça a été gâché. Bon, voilà. Et donc, la retraite de Fedor, c'est pas pour maintenant en tout cas. Vous les regardez D'accord. vraiment ces combats-là, vous? Parce que moi Bien sûr. personnellement, ce genre de combat, ça me dit pas du tout. Moi, si, Pour Fedor, il y a moi, j'ai regardé. je regarde. Hein. Voilà. Il y a Alors, Fedor, on je va regarde, parler et Bellator, je regarde. on va parler des combats que tu regardes justement avec le Glory Collision 2 qui a Exactement. eu lieu il y a plusieurs semaines. 21 maintenant. décembre, C'était- juste c'était- avant Noël. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Dingue. Déjà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement sur cette réunion? Alors, en fait, c'était un Glory historique. Alors, la première des raisons, c'est que c'était la première fois que le Glory organisait un combat, dans une dans un stade de foot. Mhm. Donc, c'était à Arnhem, du côté de Rotterdam. Pour la petite info, 31 000 entrées, sold out 2 mois avant l'événement. Joli. Impossible de racheter des places. Après, on est aux Pays-Bas, c'est le pays. Ouais. Autre chose et info historique très très importante, c'est la 2e plus grosse audience de l'histoire des Pays-Bas d'un point de vue événement sportif.
D'accord. Il y a jamais. Donc, j'ai pas réussi à avoir l'info de quelle était la plus grosse audience sportive. Je pense que ça devait être un match de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde où le Pays-Bas jouait. Ouais, il y a une finale de Coupe du Monde. Finale de Ouais, Coupe du Monde, 2010. sûrement. Mais c'est la deuxième plus grosse audience de l'histoire des Pays-Bas, D'accord. d'un point de vue sportif. Moi, alors je vais être tout à fait franc, j'ai eu la chair de poule du début à la fin, parce que c'est la première fois, j'ai jamais eu la chance d'assister à un UFC, c'est la première fois que j'assistais à un événement de sport de combat avec 31 000 spectateurs. Cette envergure, ouais. C'était incroyable. L'ambiance était dingue. J'ai envie de dire que 70% de la salle était marocain ou double nationalité marocaine. Ça se ressentait clairement parce qu'il y avait beaucoup de combats avec des Marocains ou des Maghrébins et clairement il y avait de l'encouragement qui est dans ce sens. J'ai trouvé ça très bien. Il y a eu beaucoup qui a été fait aussi de la part du Glory pour mettre en avant cet événement au Maroc. Donc il y avait énormément de personnes qui sont venues du Maroc aussi pour voir le combat. De très très beaux combats. Pour revenir du coup sur le combat du coup Bader Rico, moi personnellement j'ai trouvé que le combat était très très bien. Enfin je veux dire Rico qui tombe 2 fois, qui se fait compter 2 fois. Malheureusement Bader il fait un peu une erreur de débutant. C'est-à-dire qu'il s'est fait emporter par la foule, il s'est fait emporter par le fait que le stade était là pour lui quoi. Tout le monde était là pour lui. Il dominait ce combat clairement. Rico était 100% dominé, il n'y avait aucune chance qu'il gagne ce combat. Et là, il a essayé de nous faire un coup de pied retourné. Et il s'est blessé Il se blesse. bêtement en dessus. Il repart du ring en pleurs. Rico, très sportif, qui dit que il gagne le combat parce que les règles disent qu'il gagne, mais que voilà. Il a proposé un rematch assez Il a proposé un rapidement, rematch ouais. immédiatement. Il a D'accord. dit on se refait un combat et le Glory évidemment va suivre. Parce qu'avec les résultats historiques qu'ils ont sortis, là, c'est Ouais, incroyable. parfait. Ça va être la fin de cette partie MMA. Est-ce qu'on essaye de garder un peu Eric pour le bazar général? Oui, en plus il adore la boxe, donc il va pouvoir entendre notre ami Christian. On passe donc au crochet boxe. Assez peu de news croustillantes dernièrement, hormis, j'ai quand même noté une info, Christian, je voulais t'en parler. Cette info sur la préparation de Tyson Fury. Pour sa revanche contre Deontay Wilder, on le rappelle, le 22 février prochain. Le Gypsy King a déclaré qu'il se masturbait 7 fois par jour, en plus des entraînements, pour faire monter le taux de testostérone. Donc, plutôt team Ronda que team Mohamed Ali, référence à notre premier bazar général. Ouais. Mais je voulais te poser une question très technique qui me brûle les lèvres. Est-ce que 7 fois par jour, c'est pas un peu galère quand on a des gants de boxe? Et surtout une coquille qui va de là à là, quoi. Tu y crois vraiment? Moi, j'y crois. Moi, tout ce que dit Tyson Fury, j'y crois. Je crois à tout. C'est un long gitan quand même. Donc moi, j'y crois. 7 fois par jour, c'est quand même balèze, surtout avec des gants de boxe. Non, je pense que c'est pas un secret dans tous les sports de combat. L'abstinence, c'est quand même très plébiscité dans la préparation d'un combat. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'adonne à des plaisirs personnels à l'onanisme quotidiennement. Mais 7 fois, ça me paraît un tout petit peu beaucoup. Ah d'accord. Okay. Cloques à la fin, plus sérieusement, ça bouge aussi autour du Frenchie Tony Yoka, amour, gloire et management. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça bouge et ça bouge très très bien. Ouais. C'est une très bonne nouvelle puisque on le savait depuis quelques semaines, quelques mois même. Il est en train de changer de team de promotion. Okay. Il quitte donc Jérôme Abitboul, le français, pour rejoindre, et là, c'est vraiment la bonne nouvelle, pour rejoindre Bob Arum. Ok. Bob Arum, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homme qui a entre autres managé Mohamed Ali et Manny Pacquiao. D'accord, des petits athlètes, quoi. Voilà, alors je ne fais aucune comparaison, Tony Yoka ne va pas devenir Mohamed Ali, ne va pas devenir Manny Pacquiao, mais c'est signe que déjà il y a un promoteur américain d'envergure qui croit en lui, parce que ces derniers temps, et vu la qualité des combats qu'il pouvait parfois proposer, on se posait beaucoup de questions, des questions qui étaient légitimes, mais le fait que Bob Arum, qui était à Paris en plus ces derniers jours, donc se déplace, vienne faire les négociations en personne, et discute avec un futur poulain, c'est une vraie marche en avant. Et Bob Arum, qui s'est exprimé au micro de nos confrères d'RMC, a expliqué que potentiellement Tony Yoka pourrait combattre aux États-Unis au printemps. Alors ça a toujours été le plan pour Tony Yoka de combattre aux États-Unis ou à l'étranger courant début d'année 2020, mais l'opposition qu'il aura s'il boxe sous l'égide de Bob Arum n'est pas la même, et surtout
surtout l'exposition qu'il aura Oui, bien est sûr. c'est un absolument pas la projecteur. même. Et quid du combat contre l'Allemand? Alors du coup, on n'en a plus trop parlé de ça. Le combat face à Christian Hammer, il est totalement réalisable aux États-Unis. Bob Arum a totalement les moyens de se le payer, et de payer tout ce que Christian Hammer désire. Et en plus, il est il est aidé par ESPN. Il a signé un contrat monstrueux avec la chaîne américaine. Pour moi, il n'y a aucun souci et c'est vraiment une belle marche en avant pour Tony Yoka. Et on espère que 2020 sera une année vraiment l'année où il va step up. On aura le temps de revenir sur le sujet, en tout cas dans les prochaines émissions. Yes. Merci Cricri. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de celui qui a été élu boxeur de l'année pour 2019, Monsieur Canelo Alvarez. C'est à vous, jeune homme. Saúl Canelo Alvarez. Je vais faire très simple. En fait, c'est la star numéro 1 en boxe en termes de qualité technique. Ouais. Donc c'est à mes yeux un des meilleurs boxeurs. Certains le mettent numéro 2. Beaucoup parlent de Lomachenko, mais Lomachenko, il est dans le top 2 pour Ok. moi. Top 3. Allez, top 3. Et c'est le boxeur le plus bankable à l'heure actuelle. Il a signé il y a un peu plus d'un an un contrat mais incroyable avec DAZN, le plus gros contrat de l'histoire du sport professionnel. 11 combats, 365 millions de dollars. Ça va. Du jamais vu pour un boxeur mexicain. 1 million par jour. voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après, il faut qu'il aille au bout il faut qu'il fasse les 11 combats, hein, évidemment. Mais c'est surtout, moi, pourquoi j'ai voulu vous en parler, c'est que c'est, à mes yeux, de l'histoire récente de la boxe, la carrière la mieux montée, la mieux préparée de ces dernières années. Il a commencé quand même en pro à 15 ans. Ok. À 15 ans. C'est un peu tôt. C'est un tout petit peu tôt, mais au Mexique, on fait un peu ce qu'on veut en termes de boxe. Donc voilà. Donc, il a commencé au Mexique à l'âge de 15 ans. Il est repéré très, très, très rapidement par les émissaires d'Oscar de la Hoya et de Golden Boy Promotion. Donc il signe un contrat à 16 ans et demi, 17 ans pour commencer à boxer sous la bannière Golden Boy Promotion. Le travail le montage de sa carrière a commencé très, très tôt. C'est-à-dire que tout de suite à lui faire des combats dans les plus grandes salles de Guadalajara, qui est sa ville d'origine. Ensuite, on fait monter un petit peu des petits combats en Californie, Los Angeles, un peu dans la banlieue de Los Angeles, Carson City. Pourquoi Californie et pourquoi Los Angeles? Parce qu'évidemment, la communauté hispanique est énorme là-bas. Ensuite, le gros step-up, le gros premier step-up, c'est 2010, quand il affronte Shane Mosley. Oui. Il a 20 ans et il affronte Shane Mosley. C'est incroyable. Excusez-moi, c'est pas 2010, c'est 2012. Pardon, c'est 2012, Shane Mosley. Et il est justement en undercard de Floyd Mayweather. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'émerge l'idée et à mes yeux la seule vraie erreur de la carrière de Canelo Alvarez, c'est le combat face à Floyd Mayweather. Parce qu'au final, c'est sa seule défaite et c'est la seule fausse note de sa carrière. Il est totalement surpassé, surclassé. Floyd est au sommet de sa carrière. Et lui, il est un peu vert. Il est un peu vert et surtout, techniquement, il n'est pas au point. Ce qu'il va être quelques années plus tard. Parce que ça aussi, c'est un des trucs incroyables avec Canelo Alvarez, c'est qu'il n'est pas resté dans le cliché du boxeur mexicain qui prend 3 coups, qui en donne un, qui est là pour la bagarre. C'est devenu, au fil des années, un vrai grand technicien. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'il est un peu irlandais, hein, je sais pas, il est roux, non? Oui, arrête. Alors ça, moi, je l'ai pas précisé quand j'ai commencé à en parler, mais oui. Alors effectivement, c'est peut-être la première chose que j'aurais dû dire, parce que c'est la première chose qu'on remarque, c'est qu'effectivement, c'est un Mexicain qui est roux. Voilà. Et c'est pas banal. Alors, c'est pas banal, et c'est encore moins banal parce que même au tout début de sa carrière, il y a des gens qui se posaient des questions sur est-ce qu'il est pas, est-ce que c'est pas un fils adoptif? Parce qu'ils sont 7 frères. 7 frères Alvarez, c'est le seul qui est roux. Ah ouais. Donc, le facteur était roux. Oui, on peut se poser des questions quand même. Donc voilà. Et non, et vraiment la chance qu'il a eue, c'est de tomber donc sur Oscar de la Hoya et Golden Boy, puisqu'ils ont su le monter et ils ont su l'amener au plus haut niveau. Il est quand même champion du monde dans 4 divisions différentes. C'est pas rien. 3 simultanément. C'était le premier depuis Evander Holyfield. Armstrong aussi, je crois. Henry Armstrong aussi, oui. Effectivement, Henry Armstrong. Et après, il y a eu la confrontation ou double confrontation contre Triple G, non? Justement, j'allais y venir. On y arrive. Cette double confrontation, en fait, c'était un peu le moment que tous les supporters, tous les fans de boxe mexicains attendaient. Parce que, justement, le fait qu'il ait été pris en main très tôt
par une équipe de promotion américaine, Ouais. les Mexicains, ça gueulait un petit peu. C'est-à-dire, en gros, arrêtez de nous américaniser notre boxeur à nous et tout. Il y a même eu des polémiques comme quoi Canelo, lui, pour faire des interviews, pour pouvoir répondre à la presse, s'est mis à apprendre l'anglais, c'est logique. Son entourage mexicain lui a dit tout de suite, il faut que tu arrêtes ça. Toutes les interviews, on reste en espagnol. Ok, Donc on s'est monté jusqu'à ce point-là, quoi. d'accord. Et donc pendant plus de 2 ans, donc les premières tractations pour ce combat commencent en 2015. Golovkin, lui, qui a toujours été, ça c'est la grosse histoire de sa carrière, il a toujours eu la soif de reconnaissance. Il voulait absolument ce combat-là parce que Canelo était déjà une superstar. Évidemment, Golden Boy a fait traîner les choses. Ils ont pris des combats peut-être un peu plus faciles à aborder que Golovkin. Et juin 2017, on apprend que voilà, ça y est, il y a le combat face à Golovkin. Et moi, fan des deux, j'aime beaucoup les deux, j'ai l'opportunité d'aller à Los Angeles pendant la préparation des deux hommes. Ouais. C'était incroyable, c'était incroyable. Et j'ai entre autres vu le Media Day de Canelo Alvarez et de Gennady Golovkin. Los Angeles, je sais pas pour ceux qui sont déjà allés à Los Angeles, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, jamais eu. Non. Écoute, la fois où tu iras, Barbès, moi je visite Barbès. la fois où tu iras à Los Angeles, tu iras sur le parvis du Staples Center et tu te rendras compte à quel point c'est immense. Cet endroit était rempli de fans mexicains pour voir s'entraîner. Et en plus, un entraînement public, donc on sait ce que c'est. C'est pas rien de terrible, mais juste pour le voir s'entraîner. C'est une gloire nationale, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de le croiser, d'échanger quelques mots très brefs, parce que j'ai un espagnol qui n'est pas terrible. et en gros, moi, la seule question que j'ai pu lui poser, parce que juste après cet entraînement public, il y avait une petite table ronde qui était organisée avec des journalistes, la question que j'ai réussi à lui poser en espagnol, c'est en gros, est-ce que le poids d'un pays aussi important dans le monde de la boxe, qui est le Mexique, est-ce que c'est pas trop lourd pour lui ? À ce moment-là, il a commencé à esquisser Alors, évidemment, réponse très policée, oui, c'est génial, il m'aime et tout. Mais dans la préparation de ce combat, je sens que c'est un peu différent. Les gens sont peut-être un peu plus agressifs. Ils me demandent autre chose. Ils ne me demandent pas forcément de la boxe, forcément de la belle boxe, de la boxe technique. Il faut tuer l'autre, quoi. Ils veulent du sang. Ouais. Ils veulent du sang. Et il a eu bien raison. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du combat, mais c'est un combat où, alors certes, il y a la décision, match nul, pas match nul et tout. Ça, c'est une chose. Mais je l'ai trouvé très, très bon techniquement. Et heureusement qu'il a fait le choix de combattre de manière technique et pas d'y aller avec de l'émotion et d'être un simple puncher. Beaucoup l'avaient vu gagner quand même sur ce combat-là. Mais c'est pas comme ça que ça a été décidé. Moi, mon avis, c'est que le combat, c'est soit un match nul, moi, à mes yeux, le match nul était explicable, soit une victoire de Golovkin. Ouais. Parce que sur les rounds de 7 à 11, Golovkin est totalement dominateur. Oui, il maîtrise. Ouais. Mais Canelo Alvarez, sur ce combat-là, il a montré qu'il était plus qu'un simple puncher, même si ça a fâché certains fans mexicains et qui voulaient, comme je disais, du sang. Il a montré que, voilà, il avait évolué techniquement et qu'il avait réussi quand même à cadrer Golovkin. Il n'est pas tombé. Et, voilà. Et ça s'est vu juste après, je te laisserai la parole, ça s'est vu 1 an après, où il est reparti sur le même schéma, une boxe très technique. Pour la revanche. Beaucoup plus pour la revanche, très technique, beaucoup plus rapide. Et là, il a surclassé Golovkin. Et pour moi, sur la deuxième confrontation entre les deux, il n'y a absolument pas photo. Non, et puis d'ailleurs, c'est là aussi que Triple G a vraiment un petit peu descendu dans l'inconscient collectif, parce qu'on se posait quand même beaucoup la question. On se demandait s'il était arrêtable, Golovkin. C'était à un moment, il gagnait tous ses combats par KO. C'était assez... Eh bien, incroyable. Merci beaucoup Christian pour ce portrait de Canelo Alvarez. J'imagine qu'on aura droit à d'autres portraits plus tard. Bien sûr. Non, Eric, c'était il n'y a pas quelque chose que j'ai raté. Merci Eric. Billy Joe Sanders. Oui, exactement. Alors, c'est ce qui est annoncé pour le 2 mai. C'est un bon combat sans être un combat trop difficile. Je pense que, encore une fois, Golden Boy Promotion se prévoit plutôt un super fight pour septembre, soit une 3e manche face à Golovkin, soit un des mecs un peu dangereux en moyen, c'est-à-dire Charlo, potentiellement
il y a pas mal de noms qui volent un peu à droite à gauche, mais je pense que Charlo, c'est ce qui sortira. Enfin, c'est à mes yeux le meilleur match-up Il y avait en une petite septembre. pièce là-dessus, Ouais. on en reparlera entre temps. C'est la fin du crochet box et on va pouvoir maintenant passer au bazar général qui Aïe, va aïe, aïe. commencer d'abord par les pronos. Alors, les pronos, comme on n'a plus beaucoup de temps, mes amis, il va falloir Allez vite. réagir du tac au tac. Je compte sur toi aussi, Eric. On commence donc pour cette main card de l'UFC 247 par l'opposition en lourd entre Derek Lewis et Ilir Latifi. Loïc, je te pose la question, mais je crois déjà la réponse. Tu vas aller vers Latifi, je pense. J'adore Ilir Latifi. C'est un combattant super cool à suivre au quotidien. Dans Voilà, sa donc live de Ilir Twitter. Latifi. J'ai dit qu'on allait Ilir vite. Latifi, voilà. C'est un bon lutteur et ça sera un beau coup. Christian, Derek Lewis. Eric. Lewis, Latifi monte, Lewis. Ok. Ensuite, Mirsad Bektic contre Dan. Alors, Ige, je sais pas trop comment on dit en Ige. plume. Ige. Merci, Eric. Je saurais pas te dire. Franchement, je connais pas bien les combattants et là-dessus. Donc, on a Bektic qui est numéro 13 chez les plumes et Ige qui est pas encore classé. C'est très serré. ouais, ça va être super combat serré. très serré entre franchement. les deux. Ça va être Moi, à la je, décision, je sens un truc. moi, je mets Ige, mais ça reste d'être un combat de la carte. Ok. Christian. Moi, je dirais plutôt Bektic. Alors, de ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, oui, effectivement, ça va être serré, mais attention, oui, à Ige. Je sais pas, moi, le fait qu'il soit classé, ça me rassure un peu plus, Bektic. D'accord. Ensuite, chez les lourds, Juan Adams contre Justin Tafa. Loïc. Tafa. Moi, je dirais Tafa aussi, ouais. Christian. Ah, plutôt Tafa aussi. Ok. Là, c'est Ouais, c'est la dernière sortie de Adams contre Greg Hardy. Tafa est plébiscité. Ensuite, ça passe chez les femmes avec la championne mouche Valentina Shevchenko qui affrontera la contender numéro 1, Kathleen Choukiagan. Moi, je dis Shevchenko parce qu'elle a quelques combats de plus, pas énormes, genre 5 combats de plus en victoire, je veux dire. Mhm. Du coup, allez, je dis Shevchenko pour l'expérience. Christian. Shevchenko a l'expérience aussi. Je pense qu'elle a plus l'habitude de l'environnement, grosse soirée, gros combat. Donc Shevchenko. Eric. Ah bah là, je vois même pas comment Choukagan inquiète Shevchenko. Je Alors suis là, assez d'accord je trouverais aussi. des nus, c'est très déséquilibré, je pense. Ouais. Et puis, il va y avoir un très très gros main event. John Jones, le champion, contre Dominique Reyes en lourd léger. Que va-t-il se passer selon vous, messieurs? Moi, je dis que ça va être une magnifique guerre. Ouais. Je dis John Jones parce que c'est un athlète Monster Energy. Et que Monster Energy. Oh, le mec Mais corporate. non, parce que John Jones, je pense, a un peu plus d'expérience aussi, de gros combattants. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas de Reyes. Reyes, il a juste eu Weidman qui était une superstar. Les autres, c'était quand même des combats un peu plus ledge. Par contre, Reyes, ils ont un style de combat qui est assez proche quand tu réfléchis, quand tu regardes un peu. Enfin, Mhm. ils sont très créatifs, ils combattent un peu à distance, regardent bien. Bon, voilà, moi je trouve ça va être en tout cas c'est. Après, il y en a un qui a un physique de l'espace. Toi, Christian, qu'est-ce que t'en penses? J'allais faire une blague, mais elle est pas très. Allez, lâche les blagues. Vas-y. John Jones par dopage, quoi. Oh, victoire de John putain, Jones par non, dopage. non. Ah, ça, c'est pas une blague, c'est un coup sous la ceinture. Non, ça. non, je vais être un peu plus sérieux. Pardon. Oh, l'enfoiré. Je vais être un peu plus sérieux. Je pense que moi, je vois John Jones parce que c'est vraiment un combattant fantastique. Moi, j'ai commencé à regarder le MMA grâce à lui. Ok. Voilà. Mais après, le problème, c'est que voilà, on sait ce qui peut éventuellement se passer parfois avec lui et j'ai des craintes. Ok. Eric. La tête à l'endroit pour Jones, et dans ce cas-là, Jones avant de passer en poids lourd. Ok. Bon, bah, parfait. On va passer maintenant au quiz Bagarre Générale 2. Je vous rappelle qu'Eric est champion en titre. Hein, donc, cette fois-ci, c'est de la triche. Une série de 6 questions alternées entre MMA et boxe. Je vous annonce le nombre de points à chaque question ainsi que le thème. Et puis on terminera avec 2 qui je suis-je. Hein, un MMA, un boxe que je vous ai préparé sur les conseils de nos hôtes de la First Team Sport. Mais vous me direz ce que vous en penserez. On commence donc avec la première question MMA. Donc c'est 1 point plus 1. Comment s'appelle la première organisation professionnelle de MMA? L'IVC. Toledo. Non.
Comment? Vale-Tudo. Non. C'était la même réponse, j'ai dit IVC. Ouais. Non. Bon. Shuto. Ouais, Shuto. Bien. Mais c'était pas. Ah, Quel pays? Japon. Japon. Quelle année? Ça doit être avant les années 90. Ça. Ouais, d'accord. Avant les années 2000, quoi. Ah, Donc, 86. non, mais 90 et 2000, il y a 10 piges d'écart. Premier événement amateur en 86, premier événement pro en 89. Est-ce que j'ai dit 86? Est-ce que Oui, tu peux me donner non, un point, quoi oui, non, mais on va surtout donner un point à Eric. Deuxième question, en boxe. Quand et à quelle occasion la boxe a-t-elle été introduite officiellement comme un sport? Waouh. Ouais, là c'est waouh. Oh là 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 là. Le jour où un roi s'y est mis. Non. Les règles Queensberry, c'est 1800. Oh là là. Putain. Ah, t'as pas le droit de me poser des questions comme ça. Eh si, j'ai le droit. Elle est dure, elle est très très dure. Hein. C'est pas, pour, c'était 2 pas un points plus duel. 1800 quelque chose, non? Non, bien avant. Ça, c'est, on va dire, la boxe un petit peu moderne. Ouais. Mais les premières traces de la boxe officiellement. Le pugilat, tu veux dire? Oui, forcément, parce Ouais. que la boxe n'existe pas. À la base, c'est le pugilisme. Mais Bah, Grèce antique, non? ouais, ça s'approche. Les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques? Alors, pas les premiers. Je vais quand même te donner un point, Loïc. Allez! Parce que c'est les Inadmissible. c'est les 23e Jeux Olympiques antiques. C'est inadmissible. 23e Jeux Olympiques antiques en 688 avant Jésus-Christ. Magnifique! Et on a eu donc un vainqueur qui était Onomaste de Smyrne. Vas-y, Onomas. Voilà. Onomaste, bah Ah ouais. bah oui. Le fameux. Mais commence par ça. Commence par ça. Invaincu. Ouais. Donc quand même, allez, un point pour Loïc. On revient avec une question MMA. En 2002, en marge du Pride 22, quel fighter a apporté à son adversaire lors du stare-down un petit mot écrit par sa maman disant « Merci de ne pas blesser mon fils ». Qui a apporté ce papier? Vous le connaissez très bien. Vous le connaissez Fedor très bien. Fedor, non? Ça ressemble un peu. Oh, je vais shooter des noms comme C'est ce ça. qu'il faut. Vanderlei Non. Silva. Non, mais la mère de Vanderlei Silva. Eric, un essai? Putain. Shogun. Non. Oh là là. Allez, faut balancer les gars. Allez, un peu de rythme. Je sais pas. Pride, On a parlé Rampage. Rampage, c'est lui. C'est lui. Alors j'ai dit au pif. C'est Alors Rampage, là, c'est Rampage. Désolé les gars, il faut mettre complet. Et pour la petite histoire, c'est contre l'Ukrainien Igor Vovchanchyn. Shenkin. Et Qui était d'ailleurs- un Oh monstre. putain, alors lui. Et d'ailleurs, pendant ce combat, c'est Rampage qui va blesser son adversaire. Ok. Voilà. Question boxe. Mohamed Ali est connu, entre autres, pour n'avoir jamais refusé de signer un seul autographe à aucun de ses fans. Mais quel boxeur l'a influencé dans ce sens en lui refusant un autographe lorsqu'il était gamin et s'appelait encore Cassius Clay? Joe Louis. Non, Sugar Ray Robinson. absolument. Ouais. Bien joué. Ouais. Bien joué. Le même qui avait eu dont on avait parlé la dernière fois. Ah, euh, Tu repartiras pas avec la tête à tout. qui avait tué son adversaire et qui avait eu Exact. le rêve prémonitoire. Ah. MMA, qui est le premier athlète MMA à avoir signé un contrat de sponsoring international avec la marque Nike? Comment il s'appelle John Jones Ah putain. John Jones. Eh oui, ouais. et c'est Loïc. C'est Loïc qui marque en premier. Il m'a eu. Donc je Bien rappelle, joué. on est à 2 points pour Loïc, 3 points pour Eric, 1 point pour Christian. Dernière question, la question boxe. Qui détient le record du plus grand nombre de défenses de titres des poids lourds? C'est. 1 point pour le nom, 1 point pour On le a chiffre. Vladimir Klitschko. Non. Bon, j'allais dire qu'il Joe Louis. Joe Louis, 1 point. Combien? Il me Oui. semble qu'il a. Ah putain. Au moins 10. Ah oui, au moins, oui. Moi, je dirais même 20. Je sais pas, 20, Je dirais même 20, ouais. 20. Eh ben, c'est 25. 25. C'est 25. Ah bah, bravo. Donc 1 point pour Christian. Donc on est à 2 points pour Christian. 2 pour moi. 2 points pour Loïc, 3 pour Eric. C'est parti maintenant. Putain, là, ça y est, je me transforme suis-je en Julien, Allez. Julien Lepers. Pour les premiers, qui je suis-je de Bagarre Générale. On commence avec une personnalité du MMA. Donc, plus j'avance, moins vous gagnez de points. On commence Ok. à 4 points. À la fin, c'est 1 point. Juste petite question. Est-ce qu'on peut shooter comme on veut ou Oui. D'accord. Oui, oui.
Tu es prêt, Eric? Tu peux couper le micro d'Eric? Ouais, Ah non, mais attends, là. Là, il est resté exprès Bon, pour on ça. avance, hein. Tu rigoles. Je suis Bah né non. en 1957 dans le New Jersey. Je commence les arts martiaux à 13 ans par le judo, discipline dans laquelle j'obtiendrai une Georges ceinture Saint-Pierre. verte. Puis, à 15 ans, je deviens ami avec 2 disciples ceinture noire de Chuck Norris. C'est à cette époque que je deviendrai ceinture noire deuxième dan de Tang Sudo. Puis, dans la vingtaine, je deviendrai kickboxer. À 30 ans, je rencontre pour la première fois mon demi-frère Michael, autre figure très connue des sports de combat. À 32 ans, je dois arrêter le kickboxing suite à ma 2e commotion cérébrale. Mais à 39 ans, je participe à mon premier UFC, l'UFC 8, après que mon frère a participé aux UFC 6 et 7, Shamrock, avant de Shamrock. s'orienter Bah non. vers la boxe anglaise et le catch. Je suis aussi un excellent joueur de poker et j'ai arrêté de sauter lorsque je hurle dans un micro après m'être Ah, Bruce Buffer. Bruce Buffer. Non, en fait, putain, mais oui. Oh, putain, j'étais sur un fighter pensais et à là, un je me dis, fighter, mais de quoi oui, il parle? il fait des Mais oui, petits- Bruce Buffer. Je suis aussi un excellent joueur de poker et j'ai arrêté de sauter lorsque je hurle dans un micro après m'être fait les ligaments croisés en vociférant C'est sérieux ça? mon célébrissime It's time. Je suis qui je suis-je? Bruce Buffer. Putain, Michael, Un point t'as dû penser pour à Eric. Michael et tout. Voilà. Et son Ah, mais frère, j'étais en nous train de- c'est quoi le j'étais gimmick de sur son frère? C'est Fighter. It's Showtime. Michael Let's get Buffer. ready to Let's rumble. get ready. to Let's get rumble. ready to rumble. Voilà. Quand t'as dit 1957, j'étais sur un fighter, je me dis, de quoi il parle? Et ouais, il y avait un petit piège, Bravo Eric. Les frères Shamrock, ils sont pas loin, je Et crois. donc c'est vrai, ouais, avant Bruce Buffer sautait lorsqu'il criait Ouais. et il a arrêté parce qu'il s'est fait les croisés. Putain, incroyable. Petite chose qu'il a Comme le mec qui a niqué sa carrière en faisant un salto arrière, là, qui va le retomber, là. aussi. Maintenant, on passe à la boxe avec un qui je suis-je boxe. Top, c'est parti. Je suis né à Londres en 1965. Anthony Joshua. Mais ce sont les couleurs du Canada. que je Lennox porte Lewis. en- Lennox Lewis. Oh la vache, oh, il vous a tué. Ouais, c'est bon. Oh, il vous a... Allez. Oh, il vous a- Moi, je vais quand même le faire, mais c'est 4 points hein, pour Christian. Non, mais dès que t'as Ah commencé ouais, à t'as dire vraiment mis Londres les couleurs et 65, tout. Ouais. dès que t'as dit Ouais. Londres 65 et quand t'as commencé Et à dire Canada. Canada, ouais, ça y est. C'est vrai. Alors, je suis né à Londres en 65, mais ce sont les couleurs du Canada Au JO, ouais. que je porte en 88 à Séoul lorsque je remporte l'or olympique. Exact. Puis, je retourne en Angleterre et deviens pro. En 90, je deviens champion d'Europe en battant le Français Jean Chanet. 3 ans plus tard, je dois affronter à nouveau le finaliste des JO de Séoul pour le titre WBC, mais celui-ci refuse de me combattre et jette sa ceinture à la poubelle devant les Exact. caméras. Je deviens ainsi, sans combattre, le premier britannique champion du monde des lourds du XXe siècle. Après 3 défenses de titre, je connais la défaite pour la première fois de ma carrière pro lors de mon 26e combat contre Oliver McCall. L'année suivante, je deviens champion du monde IBC, puis je récupère ma ceinture WBC en 97 lors de ma revanche contre McCall. Ce sera d'ailleurs la première de mes 2 seules défaites en pro et je reprendrai aussi ma revanche gagnante contre le 2e boxeur qui me battra. Je suis un des rares boxeurs triple champion du monde. J'ai battu Holyfield, Tyson et Vitaly Klitschko. Je suis Lennox Lewis. Une carrière incroyable, ce monsieur. C'est dingue, mais je crois qu'on va avoir Match nul? un petit match nul entre Christian et Eric, non? C'est pas vrai. Ah, c'est beau. Eric, C'est il bon. est à... Écoute, on peut se retrouver à UFC, enfin à BG Et 3 non, pour. et non, Eric est à 4 points, Christian est à 5, voire même 6 points. Voilà, Eric, Merci. tu perds ta ceinture. C'est Non. Christian Ah, putain. qui la récupère. Merci. La ceinture. Il a pris CG. combien là sur le quiz Merci. là? Ah, il a pris 4. Il a pris 4 Lennox points. Lewis, Ah ouais. Lennox Ah, Lewis, il m'a mis d'accord. bien. Ah oui, ça a fait très, Lennox très mal. Lewis m'a mis super bien. Ça a fait très très mal. Bravo tu gagnes à Christian. le dictionnaire des salons de thé. Absolument. Non, mais je gagne au moins la ceinture, donc j'aimerais remercier mes parents, j'aimerais Ouais. remercier toute mon équipe. Est-ce que tu colles un prochain adversaire pour le prochain bagarre générale qui aura lieu, me semble-t-il, vers le 11 ou le 12 février après ce combat. Merci. Voilà, merci. On nous amène la ceinture. Alors, quel effet ça fait? Alors, Voilà, voilà. ça y est, il va mettre la ceinture. Donc, Je vais la mettre autour de la table. je donne rendez-vous aux auditrices, aux auditeurs, aux youtubeuses, aux youtubeurs. On se retrouvera. Ne tape pas, ça nous. Puis mets-la à l'endroit, enfin. Il a une ceinture de la WWE. Ah, j'en ai C'est pas eu, formidable. moi. C'est Tyson En Fury. plus, Non, c'est vrai C'est qu'il y avait. c'est la ceinture en version John Cena 2006-2007 qui tourne, là, c'est génial. Voilà, Si vous c'est voulez. formidable. Tu verras ça sur YouTube, Eric, après coup, évidemment.
Donc le 11 ou le 12 février, nous serons en compagnie d'Eric qui sera revenu en France et nous aurons la joie de recevoir Taylor Lapillus qui viendra nous parler de sa carrière et aussi un petit peu de la légalisation du MMA en France. Je pense qu'il aura plein de bonnes infos à nous donner. D'ici là, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi. Bagarre Générale 101. Nous saluons d'ailleurs Azad Azad, Yes. très très bon taf. qui Bienvenue à lui. travaille avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis, merci de nous avoir suivis, merci de nous donner vos avis dans les commentaires de la vidéo, de vous abonner à la chaîne First Team Sport, de cliquer sur la petite cloche parce qu'il paraît qu'il faut cliquer sur la petite cloche. Donc moi je dis qu'on clique sur la petite cloche. Faut cliquer. Et puis, messieurs, je vous dis à dans, allez, 3 bonnes semaines. 3 semaines. C'est Allez. ça. Bye bye. Salut. Ciao les gars. Salut, ciao.